Tesla, ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Tesla. Alors là, on l'a tenté, on découvre Tesla, et là, on n'attendait pas du tout. En Nouvelle-Calédonie, figurez-vous, il y a un sujet, un dossier compliqué en Nouvelle-Calédonie, le groupe brésilien Vale qui souhaite céder son usine. C'est un dossier chaud sur l'île depuis des mois et des mois. Tesla débarque en Nouvelle-Calédonie pour son nickel, c'est le titre de ce papier du Figaro. Le constructeur américain vient épauler la reprise du site très riche en minerais de la province sud. Alors c'est un dossier très compliqué. Globalement, c'est les acteurs calédoniens qui vont reprendre en equity avec l'aide d'un spécialiste suisse, je crois. Tesla ne sera pas du tout actionnaire de ce site, mais fait un partenariat pour être client. En fait, ça montre ce que vous évoquiez un petit peu tout à l'heure, la question de l'importance croissante des matières premières. Le nickel, on en a besoin pour les batteries, les fameuses batteries lithium-ion que vous évoquiez. Et là, on voit qu'il n'y a pas que les Chinois qui sécurisent leurs approvisionnements en matières premières aux quatre coins de la planète. Ils le font beaucoup en Afrique, évidemment. D'où qu'est-ce que Tesla vient faire dans cette galère, comme dit, je crois, le papier des Échos d'un de mes confrères cet après-midi. Tesla, son problème, c'est qu'effectivement, il faut qu'il sécurise l'approvisionnement en matières premières à la base de cobalt et de lithium, parce que les batteries lithium sont faites avec du cobalt et du lithium. Mais le cobalt a un énorme problème, c'est qu'il vient principalement d'un seul pays, la RDC, la République démocratique du Congo, qui a plein de problèmes structurels. Le premier, c'est que d'abord, c'est un monopole de fait. Il contrôle 63% de la production mondiale, bientôt 75% d'après McKinsey, quand on regarde les mines qui vont être ouvertes, beaucoup par des groupes chinois, effectivement. Donc, dépendance déjà à un fournisseur. Ensuite, un pays qui est extrêmement instable. The Economist disait récemment que lors des 20 dernières années, il y a eu une série de conflits qui a fait plus de morts que toutes les guerres réunies d'Irak, d'Afghanistan, de Corée et du Vietnam. Donc, c'est un pays terriblement instable. Au Congo, le Congo-Kinshasa, l'ex-Congo belge, effectivement. Et puis l'autre problème, c'est un problème d'image, c'est qu'il y a des conditions sociales absolument épouvantables, avec un travail des enfants, tout ça est archi-documenté. Fortune Magazine a fait un article il n'y a pas très longtemps. Travail des enfants, 25 centimes payés, 25 centimes de l'heure, sans casse, sans gants. D'où l'alternative du nickel. Ouais, avec des produits très corrosifs, des mines qui s'effondrent, d'où l'alternative du nickel. Alors, ils commencent à diluer, ils n'ont pas encore réussi à se séparer complètement du cobalt. Ils ont des formules dans lesquelles ils diluent le cobalt, ils essayent de s'en séparer complètement, mais ils le diluent effectivement avec du nickel. D'où effectivement un appétit énorme pour les mines de nickel et effectivement les mines de Nouvelle-Calédonie qui tout d'un coup se retrouvent dans le radar. Mais avec un problème qui sera le même, parce que alors, le nickel, c'est un peu moins grave que le cobalt, mais c'est aussi un tout petit nombre de pays qui contrôlent l'essentiel de la production mondiale. C'est le problème fondamental des batteries, qui, je pense, un jour fera qu'on passera à autre chose. Mais c'est mon opinion personnelle. Je pense que l'hydrogène est beaucoup plus prometteur. Mais donc là, voilà. Surtout qu'en plus, je crois qu'ils testent d'autres batteries, les phosphates, je crois aussi. Ils testent Tesla. Ils veulent Tesla parce qu'ils veulent. Mais ils sont remarquables. Enfin, je veux dire, moi, j'ai une admiration, sans borne. Mais effectivement, Musk est un entrepreneur absolument remarquable. Donc, il cherche aujourd'hui effectivement des tas de solutions, créativité formidable, entrepreneuriat débridé. Donc, il cherche toutes sortes d'options. Et donc, effectivement, il cherche à se débarrasser du cobalt à tout prix. Donc, le nickel et puis plein d'autres trucs. On voit que les matières premières, elles sont loin d'avoir dit leur dernier mot. Et parce que ce que dit Elon Musk lui-même, c'est que sa principale contrainte aujourd'hui pour produire une Tesla, ce sera la batterie. C'est ses matières premières. Lui, son problème, c'est pas les 4 roues, c'est pas le moteur, c'est pas le. On sait tout ça, mais on voit bien que on bute toujours sur une petite niche, un petit élément. Mais vous savez qu'on peut pas faire une voiture avec 99% des éléments, et c'est ça qui pose le problème aujourd'hui. Oui. Allez, rapidement, Christian, un mot sur le chômage aux États-Unis. Le chiffre pour le mois de février est tombé ce matin aux États-Unis, en début d'après-midi pour nous. 6,2, c'est le 6,2 contre 6,3. Le mois, on voit la courbe ici. Là, on voit pas très bien parce qu'elle retombe tellement vite par rapport au 14-7 d'avril. Effectivement, 6,3 en janvier, en décembre et en novembre, c'était 6,7. En octobre, c'était 6,9, 7,9 en septembre. On a des bons chiffres de l'emploi, mais... c'est une fausse statistique. Voilà. Non, je vais être méchant, mais elle est vraie. Je mets elle est officielle. Je mets pas en cause le calcul. Le problème, c'est qu'elle reflète en rien la réalité du marché du travail américain. Juste pour vous donner un chiffre, aujourd'hui, le nombre de personnes qui travaillent aux États-Unis, c'est ça qui est vraiment important. Et vous êtes en baisse de 9 millions sur un an. Il y a 9 millions de personnes qui ont perdu leur emploi. Alors, vous allez me dire pourquoi le taux de chômage baisse ? Tout simplement parce qu'il y a des gens qui sont sortis du marché du travail. Alors, je vais vous prendre un exemple qui va vous parler. Il y a beaucoup de garderies, d'écoles qui ont été fermées aux États-Unis. Du coup, les femmes ne sont plus gardent leurs enfants. Alors, c'est plus les femmes qui payent, a priori, puisqu'on a vu le taux d'activité féminin qui a beaucoup baissé aux États-Unis. Et pourquoi ? Parce qu'elles restent chez elles pour garder les enfants, tout bêtement. Et donc, elles ne sont pas demandeuses d'emploi, comme on les interroge, on leur demande, est-ce que vous cherchez un emploi ?
bah non, je garde mes enfants, non. Et le problème, c'est ce qu'on va voir, c'est qu'on va réouvrir l'économie, qu'on va réouvrir les écoles, et on va voir finalement ces gens qui vont revenir sur le marché du travail, et là on va avoir le taux de chômage pourrait rebondir à la hausse. Il va sûrement remonter, et c'est souhaitable, parce que ça voudra dire que ce qui compte aujourd'hui, c'est pas ce taux de chômage, c'est le taux d'emploi, c'est le nombre de gens qui travaillent sur la population totale, et c'est ça que regarde aujourd'hui la Banque centrale américaine quand elle vous dit que le marché du travail a eu un choc et qu'on n'en est pas remis, c'est qu'elle regarde le taux d'emploi, elle regarde pas ce taux de chômage qui veut absolument rien dire aujourd'hui, en partie à cause de son mode de calcul. Allez, on a déjà pas mal parlé de la Chine, on va terminer sur la Chine. Depuis ce matin, à Pékin, a lieu la session annuelle, j'adore cette expression, du Parlement chinois. Donc c'est l'occasion de donner un certain nombre de chiffres, confirmation, enfin pas confirmation, donc annonce officielle d'un objectif de 6% de croissance pour 2021. Alors, ça paraissait, les observateurs occidentaux, pas beaucoup, mais voilà, ça montre que voilà, c'est pas non plus les 8-10% de l'époque. Modulo la sincérité des statistiques chinoises, un mot là-dessus. Oui, juste 6%. Moi, j'ai lu beaucoup de commentaires en disant mais c'est faible et tout ça. Mais en Chine eux-mêmes, quand vous regardez les économies chinoises, ils vous disent que le taux de croissance, c'est plutôt 5%. Parce qu'il y a un vrai choc en Chine, qui est un choc démographique, et on va vers un vrai ralentissement de la croissance chinoise. Alors 5%, ça fait rêver encore, hein. Mais attention, parce que je pense qu'il y a une sorte de bulle sur l'image de la Chine aujourd'hui. On va vers une économie qui va connaître une croissance beaucoup plus faible, en grande partie pour des raisons démographiques, hein. En tendance, on a une vraie pression démographique qui va jouer énormément sur la croissance chinoise. Et puis, on en a un peu parlé, hein, la concurrence de d'autres pays qui va arriver et qui va naturellement attaquer ce modèle chinois. Rapidement, pour terminer, il n'y a pas eu de chiffres donnés sur les objectifs climatiques. Il y a eu des réaffirmations de principe. Voilà. On a beaucoup parlé de la Chine rapidement pour clore. Qui sont intéressants par rapport à ça. Effectivement, la Chine veut être à la neutralité carbone en 2060. Bon, c'est très bien. Bon, c'est loin quand même, 2060. On n'y est pas encore. Et il faut rappeler que c'est le pays le plus émetteur au monde de CO2. Le plus émetteur au monde de CO2. En même temps, il y a quand même clairement un double discours aussi, parce que l'année dernière, en 2020, ils ont décidé d'augmenter de 21% les capacités charbon, qui représentent 57% aujourd'hui de la production énergétique chinoise. Donc, du mix. Donc voilà, et qu'est-ce qu'il faut croire? Donc je pense qu'il y a aussi beaucoup de propagande aujourd'hui dans ce discours-là. La réalité, c'est qu'il y a un lobby du charbon qui est extrêmement puissant et qui augmente et qui ne diminue pas. Et de toute façon, ils sont en forte encore croissance de demande énergétique, donc ils construisent des usines à charbon, des centrales nucléaires et aussi quand même du renouvelable, mais globalement, plus que tout le monde. Merci à tous les deux d'avoir été à mes côtés ce soir. Merci à vous. Très bon week-end. On se retrouve lundi, même heure, sur Bismart. À bientôt.